Dimanche 27 mars, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Tout de suite les titres de ce journal. « 20e édition du Forum international de Doha. Les pays arabes stratégiques dénoncent les 2 poids 2 mesures de l'Occident vis-à-vis des conflits dans le monde. » Conflit en Ukraine, plus d'1 mois après l'opération militaire russe, un nouveau couvre-feu exceptionnel de 36 heures immobilise Kiev. Moscou annonce se concentrer sur les régions Est. À Madrid, des milliers de manifestants ont battu le pavé pour dénoncer le revirement de position du gouvernement de Pedro Sánchez. En Libye, le bras de fer qui oppose les 2 premiers ministres s'intensifie. Fethi Bachara insiste sur l'importance d'être installé dans la capitale libyenne. Nous le disions à l'instant en titre, désormais la position des pays arabes stratégiques est annoncée. Ils dénoncent les 2 poids 2 mesures de l'Occident vis-à-vis des conflits dans le monde. Le Qatar et l'Arabie saoudite appellent néanmoins à mettre fin au conflit en Ukraine tout en prônant la voie diplomatique. Sohila Kilal. Depuis Doha, les 2 pays arabes stratégiques, à savoir l'Arabie saoudite et le Qatar, ont clairement annoncé la couleur, affichant clairement leur position quant à la question du conflit en Ukraine. À l'occasion du Forum international de Doha, les 2 pays n'ont pas hésité à dénoncer la position occidentale qui fait dans le 2 poids 2 mesures. L'Arabie saoudite, premier producteur mondial de pétrole, et les Émirats arabes unis, également parmi les plus grands exportateurs de brut au monde, ont été pointés du doigt par l'Occident depuis le début du conflit en Ukraine pour s'être abstenus de prendre position contre la Russie. Les 2 pays ont été également sollicités à maintes reprises par les Européens afin d'accroître leur production pétrolière pour freiner l'envolée des prix du gaz et réduire la part du pétrole russe sur le marché mondial. Plus d'1 mois après le début du conflit en Ukraine, l'Occident se trouve dans une position délicate face à sa dépendance énergétique. Même si les États-Unis ont proposé d'alimenter l'Europe en gaz GNL, l'Europe ne pourra se soustraire à sa dépendance du gaz et du pétrole russe avant au moins 4 ans. Ceci place les pays arabes, à leur tête l'Arabie saoudite et le Qatar, dans une position de force leur permettant de faire valoir leur position et d'avoir leur mot à dire. Les ministres saoudiens et qataris des Affaires étrangères, mais également l'émir du Qatar, ont tous insisté sur l'urgence de mettre fin au conflit et ont appelé au dialogue et à la protection des civils, qui sont les victimes collatérales du conflit. Et le volet énergétique également au menu de cette 20e édition du Forum international de Doha. Le ministre qatari de l'énergie et président directeur général de Qatar Energy, Saad El-Kaabi, déclare que la hausse actuelle du prix du gaz est, je cite, le résultat de 5 années de manque d'investissement dans le pétrole et le gaz. Des propos sur lesquels s'accorde Patrick Pouyanné, PDG de Total Energy. En Europe, vous avez affaire à des gouvernements qui, il y a encore quelques mois, disaient aux entreprises que vous êtes les mauvais garçons et que nous ne voulons pas de vous, que le pétrole et le gaz sont mauvais et maintenant ils leur demandent d'aller acheter des produits. Donc fondamentalement, le changement de prix qui s'est produit est le résultat de 5 années de manque d'investissement dans le pétrole et le gaz qui ont provoqué la flambée des prix du pétrole et du gaz dont les gens se plaignent actuellement. Et la question de l'Ukraine n'a fait que l'amplifier. Notre vie aujourd'hui est faite de pétrole et de gaz, et donc ce que nous avons fait ces 5 dernières années à cause de la crise, nous n'avons pas assez investi, donc les prix ont augmenté et la guerre ne fait que s'y ajouter. Si nous voulons sérieusement faire baisser les prix du gaz en Europe, c'est à nouveau une question de politique à long terme. Si nous acceptons tous ensemble en Europe que le gaz est un combustible énergétique de transition et que nous en aurons besoin pendant les 20-25 prochaines années, alors les investisseurs viendront et vous verrez que les prix reviendront, ils baisseront. Et ce conflit en Ukraine au cœur du sommet à 3 organisé dans le sud de l'entité sioniste, un sommet chapeauté par le secrétaire d'État américain Antony Blinken. Parmi les participants, 4 pays arabes. Le nucléaire iranien aura également sa part de discussion. Naïla Hamouda.
Ce sommet diplomatique mettra en lumière l'évolution du paysage politique en Moyen-Orient. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, s'est réuni avec 4 premiers ministres arabes. Cette rencontre a eu lieu dans le sud de l'entité sioniste. Elle réunit les États ayant normalisé leurs relations avec l'entité sioniste comme le Bahreïn, le Maroc et l'Égypte. Tout a commencé en 2020 quand les Émirats arabes unis ont annoncé normaliser leurs relations avec l'entité sioniste. Cette normalisation s'est traduite par des accords économiques et sécuritaires, l'ouverture d'ambassades et de liaisons aériennes directes. Deux thèmes principaux sont en cœur des discussions, le nucléaire iranien. La question inquiète les pays du Golfe, alors qu'actuellement les États-Unis organisent des pourparlers avec l'Iran pour réinstaurer les accords de 2015. Objectif, empêcher Téhéran d'augmenter sa capacité de production nucléaire. Actualité oblige, la question ukrainienne est également un des principaux thèmes abordés entre Blinken et les représentants des pays concernés. Prenant part aux discussions, le représentant de l'entité sioniste Bennett joue le jeu des diplomates équilibristes, tentant de tirer son épingle du jeu en profitant de la situation actuelle. Une occasion pour renforcer les relations avec les pays arabes, Washington et le Kremlin. Rappelant que quelques jours après l'offensive russe en Ukraine, Bennett a eu un entretien avec Poutine. Cette discussion n'a provoqué qu'un feu de paille, loin de pouvoir faire bouger le maître du Kremlin d'un iota. Et puis ces dernières attaques du président américain Joe Biden contre son homologue russe Vladimir Poutine qui suscitent les divergences. Dans un discours prononcé hier en Pologne à l'issue d'un voyage en Europe, destiné à renforcer la réponse de l'OTAN face à la Russie, Biden a indiqué que Poutine ne pouvait rester au pouvoir. Joe Biden est même allé plus loin en traitant Poutine de, je cite, boucher, fin de citation, pour des crimes présumés commis par l'armée russe en Ukraine. Et cette fois-ci, c'est le président français qui réagit. Emmanuel Macron appelle à plus de retenue. Et les habitants de Kiev qui sont soumis une nouvelle fois à un couvre-feu exceptionnel jusqu'à demain, lundi au matin. Au même moment, Moscou avait annoncé se concentrer sur les régions de l'Est, notamment le territoire du Donbass. Le point sur la situation avec Emine Touta. La capitale ukrainienne Kiev, à nouveau sous couvre-feu après la décision du maire de la ville, Vitali Klitschko, de le réinstaurer jusqu'à lundi 7h du matin. Klitschko a déclaré que les magasins, les pharmacies, les stations-service ainsi que les transports publics ne seront pas en fonction. Plusieurs couvre-feux ont déjà été imposés dans la capitale depuis le début des opérations le 24 février passé. Et dans les environs de Kiev, les lignes de front restent intactes en raison de la poursuite des combats entre les deux parties, notamment au faubourg nord-ouest. Tout comme les villes du sud, à l'image de Kherson et Mariupol, la région portuaire demeure un objectif stratégique pour Moscou, car elle permettrait la jonction entre la péninsule de la Crimée, annexée à la Russie depuis 2014, et le territoire du Donbass. À l'ouest du pays, 2 frappes russes ont ciblé la ville de Lviv, faisant au moins 5 blessés selon le gouverneur de la région, Maxime Kozitsky. Les frappes ont touché une installation industrielle de carburant. Sur le plan humanitaire, plus de 3 millions de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début du conflit. Plus de 10 millions d'individus, soit plus d'un quart de la population, auraient fui leur domicile. Certains traversent les frontières pour chercher refuge dans les pays voisins, tandis que d'autres ont trouvé refuge dans les villes sécurisées. Les organisations onusiennes estiment qu'environ 6 millions d'Ukrainiens se sont déplacés à l'intérieur du pays. On disait il y a un instant, Joe Biden qui a traité Poutine de boucher pour des crimes présumés commis par l'armée russe en Ukraine, et Emmanuel Macron qui donc appelle à plus de retenue. On regarde ce sujet signé Rim Boukhari. Des propos qui sonnent comme un nouveau dérapage. Après avoir traité il y a quelques jours Vladimir Poutine de criminel de guerre, Biden revient à la charge. Arrivé hier en Pologne pour afficher son soutien à ce pays du flanc oriental de l'Alliance Atlantique et frontalier de l'Ukraine, le président américain n'a pas mâché ses mots en évoquant le président russe. Biden est allé jusqu'à traiter Vladimir Poutine de boucher pour des crimes présumés commis selon lui par l'armée russe en Ukraine. Des déclarations qui ont créé
créé un véritable malaise au sein même du camp américain. Réagissant à ces propos ce dimanche, le président français semble se démarquer des déclarations de Biden. Emmanuel Macron qui met en garde contre une escalade des mots et des actions en Ukraine. Je n'utiliserai pas ce genre de propos parce que je continue de discuter avec le président Poutine. Parce que que voulons-nous faire collectivement ? Nous voulons arrêter la guerre que la Russie a lancée en Ukraine sans faire la guerre et sans escalade. Le chef d'État français qui annonce dans ce sillage un prochain entretien avec son homologue russe dans les 2 prochains jours. Autre déclaration du président américain qui a suscité des remous, celle où il déclare que Vladimir Poutine ne pouvait rester au pouvoir. Une remarque qui a laissé penser que Joe Biden appelait à un renversement de son homologue russe. La Maison-Blanche a dû par la suite rectifier le tir via communiqué. Selon elle, le président américain voulait seulement dire que son homologue russe ne devrait pas être autorisé à exercer son pouvoir sur ses voisins ou sur la région. Ces mots de Biden ont bien entendu fait réagir le Kremlin. Son porte-parole Dmitry Peskov a souligné que ce n'était pas à Biden de décider, rappelant que le président de la Russie est élu par les Russes eux-mêmes. Et Lugansk, qui pourrait bientôt organiser un référendum pour rejoindre la Russie. Déclaration faite aujourd'hui par le leader de ce territoire, Leonid Pasenchik, le chef donc des autorités. Il n'a toutefois donné aucun détail sur une date possible. Autre annonce, celle du ministre turc des Affaires étrangères. Il déclare au Forum international de Doha que les activités des oligarques russes et de tous les citoyens russes sont les bienvenues en Turquie si elles respectent les lois internationales. Il ajoute que la Turquie ne transférera pas de missiles S-400 de fabrication russe à l'Ukraine et que la Turquie envisagerait d'acheter davantage de systèmes d'armes à la Russie. Et ils étaient des milliers à battre le pavé à Madrid hier pour dénoncer la nouvelle position du gouvernement espagnol. Face au revirement de position du gouvernement de Pedro Sánchez, ces manifestations prennent de l'ampleur. Nouhad Belkhadem. No en mi nombre, pas en mon nom. Ils étaient des milliers à scander ces mots ce week-end devant le ministère espagnol des Affaires étrangères. 8 jours après le revirement de la position de Madrid à propos de la question du Sahara occidental, les Espagnols n'ont pas hésité à exprimer leur colère. Ils ne cautionnent pas le changement de position de leur gouvernement. Après Séville la semaine dernière, c'est Madrid qui se soulève. Ils sont plus de 7000 personnes venues des 4 coins du pays à avoir battu le pavé dans la capitale. Brandissant drapeaux sahraouis et pancartes, les Espagnols se sont unis comme un seul homme pour fustiger Pedro Sánchez et réaffirmer leur soutien au peuple sahraoui et à son droit inaliénable à l'autodétermination. L'État espagnol est accusé d'avoir utilisé le Sahara occidental comme monnaie d'échange avec le Maroc. Pedro Sánchez, lui, est accusé de trahison. D'autres mouvements de foule pourraient animer les rues de Madrid et d'autres villes de l'Espagne dans les prochains jours. Reste à savoir si la pression de la rue poussera les autorités espagnoles à revoir leur position. Et comme vous venez de le voir, grande mobilisation pour l'autodétermination du Sahara occidental et pour dénoncer donc le revirement du gouvernement de Pedro Sánchez. Pour en parler en direct avec nous, Monsieur Saïd Ayachi, président du comité de solidarité avec le peuple sahraoui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pensez que Madrid finira par craquer face à cette pression? Est-ce que Madrid reviendra sur sa décision, sur ce revirement? De toute évidence, le gouvernement espagnol n'a pas apprécié à sa juste valeur le fait que le peuple espagnol, dans son écrasante majorité, porte à bout de bras les justes revendications du peuple sahraoui. Oui. Revenir sur sa décision, cela pourrait se faire si cette pression pourra continuer et si la classe politique espagnole, comme cela est en train de se faire, se mobilise et force ce gouvernement soit à revenir sur sa décision, soit à la contourner d'une façon ou d'une autre pour revenir à l'orthodoxie du droit international qui reconnaît clairement le droit du peuple sahraoui à exercer son droit à l'autodétermination. Mais cela se fera probablement si cette mobilisation, si cette pression de la rue et de la classe politique ira crescendo pour amener Pedro Sánchez à changer de position ou alors
cela entraînera, cela est une hypothèse possible, la chute de son gouvernement. Et du côté des Sahraouis, quelles conséquences directes est-ce que ce revirement aura sur eux? Si l'on considère que l'Espagne, bien sûr, est l'ancienne puissance colonisatrice du territoire du Sahara occidental, et à ce titre qu'elle a une responsabilité historique, et si l'on prend en considération que la doctrine des Nations Unies en matière de décolonisation reconnaissent au peuple colonisé le droit à se déterminer, les Sahraouis sont et étaient et seront en droit d'attendre un appui espagnol pour accéder à la liberté et à l'indépendance. Mais de toute évidence, le gouvernement espagnol actuel a entraîné l'Espagne dans le déshonneur et a tourné le dos à la légalité internationale. Les Sahraouis, eux, comptent d'abord sur leur unité et leur détermination. Ils sont prêts au sacrifice suprême. Ils luttent et ils vaincront jusqu'à ce que leurs droits leur soient reconnus, que ce soit avec ce gouvernement ou un autre, que ce soit avec l'Espagne ou un autre pays. Le droit international leur reconnaît le droit à choisir librement leur destin. Merci Monsieur Saïd Hayachi d'avoir répondu à nos questions pour ce journal. Je le rappelle, vous étiez en direct avec nous. Vous êtes président du comité de solidarité avec le peuple sahraoui. Et l'actualité, c'est aussi ce rapport émanant du bureau de l'UNICEF en Algérie visant à ternir l'image du pays. Il inclut des données en totale contradiction avec la réalité et qui portent sur notamment les taux de chômage et de scolarisation en Algérie. Abdelkader Drif. Chiffres à l'appui, ce rapport du Fonds des Nations Unies pour l'enfance relève de l'imaginaire. Intitulé « La transition des 15-24 vers la vie adulte », le rapport de l'organisation onusienne en Algérie est le dernier épisode d'une série d'attaques visant à noircir l'image de l'Algérie et où un certain voisin de l'Ouest aurait un rôle à jouer. Chiffres erronés sur le taux de chômage et la précarité chez les jeunes Algériens, une faible scolarisation et une expulsion économique inventée de toutes pièces, le document nuit sérieusement à la crédibilité de l'UNICEF qui pourtant dispose d'une représentation en Algérie. La logique veut que l'UNICEF mette en exergue la place importante qu'occupent les enfants dans la politique de l'État. Rien que pour cette rentrée scolaire, plus de 12 millions d'enfants ont rejoint les bancs d'école aux frais de l'État. L'Algérie est à la très bonne place également dans le classement de l'éducation avec un taux d'analphabétisme de 7%. Pour le chômage par exemple, il est entièrement occulté que l'Algérie est le premier pays hors Europe à instaurer une allocation chômage et le premier dans la sécurité alimentaire en Afrique. Cette énième tentative de déstabilisation porte cette fois-ci la signature du représentant de l'UNICEF en Algérie, un personnage qui émarge au Marzen marocain où il a obtenu son doctorat de médecine. Et retour à la 20e édition du Forum international de Doha au Qatar, auquel participe le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra. Il revient sur les relations géographiques, culturelles et historiques avec la Libye. On écoute. L'Algérie est géographiquement, culturellement et historiquement proche de la Libye. Nous considérons que nous avons un destin commun qui nous lie. Nous pensons que les Libyens connaissent leur situation et leurs intérêts mieux que nous. Mais nous devons les faire bénéficier de notre expérience et de nos conseils pour qu'ils puissent se reconstruire. Et le bras de fer qui oppose les deux premiers ministres libyens s'intensifie. Dans un entretien accordé à la télévision nationale libyenne, Fethi Bachara insiste sur l'importance pour lui et son exécutif d'être installé dans la capitale libyenne, mais aussi de procéder à une passation des pouvoirs de la part de son rival, Abdelhamid Dbeiba. Tinine Nakassi. C'est en chien de faïence que les deux premiers ministres libyens se regardent et la situation ne semble pas aller vers l'apaisement. Dans un entretien accordé à la télévision nationale libyenne, Fethi Bachara fustige son rival, allant jusqu'à accuser Abdelhamid Dbeiba d'être la cause de l'imbroglio institutionnel, mais aussi de l'échec des élections présidentielles prévues en décembre dernier. Déclarant, je cite, Abdelhamid Dbeiba n'a pas respecté sa promesse, il s'est présenté aux élections et cette violation est une des raisons qui ont conduit à l'échec des élections présidentielles de décembre dernier. Pour rappel, Fethi Bachara, qui occupait entre 2018 et 2021 le poste de ministre de l'Intérieur au sein du gouvernement de l'Union nationale, faisait partie aux côtés de Saif el-Islam Kadhafi et du maréchal Haftar des candidats à cette course à la présidence de la Libye.
Il profite également de cet entretien pour rappeler l'importance pour lui et son exécutif de devenir les nouveaux locataires de la maison du pouvoir libyen, qui se situe à la capitale, affirmant que cette passation des pouvoirs doit se faire dans la paix pour permettre à son gouvernement d'être plus efficace. L'organisation d'une élection présidentielle est le challenge libyen, sauf que l'absence du consensus politique interlibyen et les ingérences étrangères rendent de cette tâche de plus en plus difficile. Et en Tunisie, les unités sécuritaires ont démantelé plus de 148 cellules terroristes et déjoué leurs plans. C'est ce qu'a fait savoir le porte-parole de la garde nationale tunisienne, Hussein Jebabli. Il a affirmé également que l'enquête concernant l'attaque terroriste du 4 janvier dernier a révélé que la cellule planifiait un attentat contre le ministre de l'Intérieur lors de sa visite dans le sud du pays. Fait marquant ce week-end, la décision de la CEDEAO de maintenir ses sanctions contre le Mali. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont invité les autorités de transition au Mali à respecter le calendrier de 12 à 16 mois recommandé pour la prolongation de la période de transition. Et au lendemain du maintien donc de ces sanctions de la CEDEAO, la rue exprime son soutien au gouvernement de transition en dépit de la situation difficile dans le pays. On écoute l'analyse d'un journaliste malien, Mahamen Sissé. Une bonne partie de l'opinion avait souhaité que le président Koïta ne puisse pas effectuer le déplacement. Alors déjà, les prémices ont été données puisque la délégation, la commission de la CEDEAO avait refusé la présence d'une délégation malienne conduite par le ministre des Affaires étrangères. Autant d'éléments qui prouvent que les Bamakois ne sont pas surpris et estiment que oui, certains sont allés jusqu'à dire que ce n'est plus la peine en tout cas de négocier, mais ce n'est pas en tout cas la version officielle puisque je crois savoir que ça continue pour les autorités. Les autorités estiment qu'il faut toujours continuer à négocier. Et pour les Maliens, une transition de 12 à 16 mois comme imposée par la CEDEAO semble impossible vu l'instabilité de la situation sécuritaire. On écoute encore une fois Mahamen Sissé. Beaucoup estiment que c'est quand même impossible puisque au regard de la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national, l'armée qui est en pleine montée en puissance et qui tente de récupérer l'essentiel du territoire national, beaucoup de Maliens estiment que non, et ils sont de plus en plus nombreux et qui estiment qu'il faut donner plus de temps aux autorités de transition. Vous avez vu lors de la conférence nationale, la conférence souveraine qui avait en tout cas décidé c'est que la transition puisse durer de 6 mois jusqu'à 5 ans. Cela veut dire que les besoins sont réels, les défis sont grands et une transition pareille peut-elle réussir en 12-16 mois? Ils sont de plus en plus les Maliens qui n'y croient pas et estiment que c'est l'occasion ou jamais de donner la chance à ces autorités de mener des réformes courageuses et d'instaurer en tout cas la sécurité sur l'ensemble du territoire. Et retour en Algérie pour parler culture. L'espace Silla a accueilli une conférence débat intitulée « La cause algérienne et l'Italie ». La relation entre l'Algérie et l'Italie est mise à l'honneur à travers de grands personnages italiens à la révolution algérienne tels que Enrico Mattei et l'éditeur engagé Gian Giacomo Feltrinelli. Daï Ould Kabila a pour sa part présenté son dernier ouvrage « Boussouf et le Malg » avec un focus plutôt sur les contacts entre le FLN et Rome. Sofiane Baroudi. La conférence débat autour du thème de la cause algérienne en Italie a été l'occasion de croiser les regards autour de différentes dimensions relatives à l'histoire du mouvement national algérien et de son aura internationale. Daï Ould Kabila a dans sa communication présenté son dernier opus, Boussouf et le Malg. Le conférencier a expliqué que son livre était un recueil de témoignages éclairant sur l'histoire du ministère de l'Armement et des Liaisons Générales, MALG, et de son épine dorsale, la Direction de la Recherche et de la Documentation, DDR. Il a pour cette occasion développé les principaux axes de fonctionnement et d'organisation de cette institution cruciale pour le cheminement de la révolution algérienne. Le conférencier a mis en lumière les apports logistiques, militaires et l'impact stratégique du MALG avec à sa tête Abdelhafid Boussouf.
un pilier des différentes structures qui ont porté la cause algérienne vers la concrétisation de son objectif, l'indépendance nationale. Il y avait une organisation politique extérieure avec des chargés de mission, avec des porte-paroles du FLN dans toutes les capitales du monde, enfin dans les plus grandes capitales du monde. Le FLN avait des bureaux aussi bien aux États-Unis qu'en Union soviétique, qu'en Suisse, qu'en Allemagne, qu'en Italie. Bon, je ne parle pas des pays arabes et des pays musulmans, ce qui a coulé de source. Dahoul Tqabli a également évoqué l'action extérieure du FLN, particulièrement en Italie, où Tayyip Boulharouf, mais aussi Saad Dahleb, deux piliers du GPRA, ont pu se rapprocher de grandes figures comme Enrico Mattei, le patron de la compagnie pétrolière italienne. À ce propos, l'ouvrage Enrico Mattei et l'Algérie, publié par l'ambassade d'Italie, a été présenté. La conférencière a mis en exergue différents aspects de l'engagement de ce personnage à l'allure humaniste, qui a été un des soutiens les plus importants de la cause algérienne, principalement concernant le volet vital du recouvrement de la souveraineté nationale sur les richesses pétrolières. En particulier Saad Dahleb, qui est un homme très ouvert, très communicant, a pu se lier d'amitié avec Enrico Mattei, au point que, à son retour à Tunis, Saad Dahleb a informé le GPRA de la disponibilité d'Enrico Mattei à aider le FLN. Enrico Mattei avait déjà commencé de longue date à militer contre le colonialisme. Le président de la fondation Feltrinelli, Massimiliano Tarantino, a lui abordé l'engagement de l'éditeur et intellectuel Giacomo Feltrinelli, qui a pour sa part déployé de grands efforts pour faire connaître la cause algérienne en Europe, malgré les intimidations des autorités coloniales. Ce bourgeois milanais, surnommé l'éditeur du FLN, a eu une contribution importante dans la propagation et la diffusion des idées développées par la révolution algérienne. Cela s'est concrétisé le 1er novembre 1961 par la publication d'un appel de soutien au peuple algérien et pour la paix. Les conférenciers ont répondu aux différents questionnements de l'assistance autour de multiples volets, dans le cadre d'un débat bien animé. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo suivi de votre émission spéciale Les Plumes du Silla. Retrouvez Riyad Lahri pour le journal demain à 19h. Excellente soirée à tous sur Al24 News.